Quand le mythe côtoie la réalité, l'histoire de Gênes reste étroitement liée à celle de son architecture urbaine. Au XVIe et XVIIe siècle, cette ville marchande était si riche que tous les palais construits alors rivalisaient entre eux de splendeur et de magnificence. Les grandes familles propriétaires de ces trésors montraient ainsi toute leur puissance. Ces demeures étaient classées selon leur prestige. Et leur architecture devait impressionner avant tout, noblesse oblige. Une véritable révolution qui fit passer cette ville de Gênes dans l'époque moderne. Il y a 500 ans, Andrea Doria a lancé une grande une réforme politique. Cela a transformé la ville de Gênes médiévale en une république aristocratique. Dans des anciens registres, dans nos archives, l'origine de ces palais est mise en valeur. Ils étaient privés, mais la République de Gênes pouvait les utiliser pour accueillir, pour recevoir les visiteurs étrangers de renom. En 2006, l'UNESCO a inscrit l'histoire de ces palais au patrimoine mondial culturel. 42 d'entre eux ont été retenus. Ces palais, dit Rolli, sont situés dans le centre historique de la cité. Cette reconnaissance internationale est unique en Europe, puisqu'elle vient saluer un projet de développement urbain associé à un système particulier d'hébergement public à l'intérieur de résidences privées. Ainsi, les propriétaires de ces palais se voyaient contraints d'accueillir certains hôtes et personnalités invités par la République génoise. Tout pour le service et le renom de la cité. Cette inscription, il y a 20 ans, au patrimoine mondial culturel, a changé radicalement l'image de la ville. Cette reconnaissance internationale de l'UNESCO nous a permis de proposer de grandes manifestations culturelles, comme celle des Holidays. Ce sont des événements très importants qui impliquent à la fois notre université, la ville de Gênes et des représentants du ministère de la Culture. Tout ce monde travaille pour rappeler à nos concitoyens toute l'importance et la valeur artistique et historique de ce patrimoine exceptionnel. L'histoire de Gênes est aussi celle de ses palais, et ces palais racontent l'histoire de Gênes. Via Garibaldi au numéro 18. Au cœur du centre historique de la ville. Une grande façade rouge vous attend là-bas, une signature visuelle inhabituelle qui la rend unique. Il s'agit du Palazzo Rosso, un palais-musée, l'un des derniers à avoir été édifié en 1677. À l'intérieur, pas moins de 39 salles richement décorées, avec de nombreuses fresques et de nombreuses collections d'art. Ce palais illustre le prestige de l'aristocratie génoise à l'époque baroque. En 1850, la duchesse Brignole-Sale, propriétaire de ce Palazzo Rosso, avait également acheté l'hôtel Matignon à Paris, le plus grand hôtel particulier de la capitale française. C'est dire alors toute la puissance financière des nobles génois au XIXe siècle. 25 ans plus tard, ce palais fut transformé en musée après sa donation à la ville de Gênes. Palazzo Rosso fa parte del sistema dei musei di Strada Nuova, insieme a Palazzo Ce Palazzo Rosso, le Palais Rouge, fait partie des musées de l'ensemble di Strada Nuova, la Nouvelle Voie. C'est un palais-musée. On est au cœur du centre historique de la ville, au milieu de la rue Garibaldi. Le Palazzo Rosso est le dernier à avoir été construit dans cette rue. Une voie principale édifiée en 1550, devenue le quartier de la magnificence de l'aristocratie génoise. Ce palais reste un exemple emblématique de l'art baroque de Gênes. Il a été construit à la fin du XVIIe siècle. Il fut décoré par les plus importants artistes de l'époque. C'est la manifestation la plus importante issue de l'art baroque triomphant de l'école génoise. Le Palazzo Rosso est le meilleur témoignage pour comprendre comment on vivait au temps des splendeurs de cette grande aristocratie. C'est l'un des palais les plus riches, avec ce mobilier impressionnant, ces portraits des propriétaires réalisés par les plus grands peintres d'alors. Ils montraient là leur richesse et leur pouvoir. L'aristocratie génoise faisait partie en ces temps-là des plus opulentes en Europe. Ce palais abrite une remarquable collection d'œuvres d'art, principalement du XVIe au XVIIIe siècle, à l'image de cet homme à cheval du peintre flamand Anton van Dyck. Considéré comme l'égal de Rubens et Velázquez dans l'histoire de l'art, surtout dans ses portraits, qui dégagent une grâce naturelle. Durant le siècle d'or hollandais, riche en peintres exceptionnels,
Anton van Dyck fut l'un de ses plus brillants représentants. 7 de ses œuvres majeures sont présentes dans ce palais-musée. Dans ces salles baroques ornées de fresques de Domenico Piola et Gregorio da Ferrari, on trouve plus de 100 peintures italiennes et internationales pour cette période du XVIe au XVIIIe siècle. Mais les trésors que l'on trouve au détour de chaque pièce ne se limitent pas qu'à ces tableaux exposés. Dans cette salle, on retrouve des portraits réalisés par Anton van Dyck, des œuvres essentielles. Ce sont les derniers portraits qu'il a réalisés avant son retour vers le nord de l'Europe. Ils datent de 1627. Ce sont des œuvres très rares du grand maître hollandais. Ce bureau a un plan non pas en marbre, mais exceptionnellement en améthyste. C'est une des pièces les plus précieuses du mobilier que l'on retrouve ici. Un autre exemple de l'opulence que voulait montrer la famille Brignole-Sale. Étudier tous les documents liés au travail des artistes présents dans ces murs permet de rentrer un peu plus dans leur vision créatrice. Être la conservatrice de toutes ces collections, c'est un privilège en tant que chercheur que l'on vit au quotidien. En valorisant son histoire, la ville de Gênes a durablement modifié son image à l'international. La reconnaissance par les services de l'UNESCO de la valeur patrimoniale de tous ses palais n'a fait qu'accentuer cette tendance. Aujourd'hui, cette cité n'est pas seulement reconnue pour son activité portuaire, mais aussi de par son histoire et sa culture. Des journées découvertes sont régulièrement organisées, des manifestations qui attirent toujours un public nombreux et des plus diversifiés. Les Holidays représentent un moment important de notre saison touristique. Les visiteurs qui viennent pour cette manifestation ne sont pas seulement de la région de Gênes, mais aussi d'ailleurs. Nous avons même des touristes internationaux. Toute l'année, nous préparons ce rendez-vous. Ce sont vraiment des journées que tout le monde attend. Il est évident que la reconnaissance de notre patrimoine, il y a 20 ans par les services de l'UNESCO, fut fondamentale pour positionner la ville de Gênes comme une destination culturelle et touristique. Un joyau de verdure implanté au cœur du centre historique de Gênes. Un jardin à l'italienne du XVIIe siècle connu sous le nom de jardin secret, attenant au palais Nicolosio Lomellino. Toute une série de statues et de fontaines sont également implantées sur place. C'est un cas isolé sur l'ensemble des palais de la ville. Des jardins enrichis au fil du temps et restaurés au XIXe siècle par la ville de Gênes. Un espace de verdure suspendu qui mêle une végétation luxuriante et les statues de Domenico et Parodi, hommage aux empereurs romains. Un modèle urbain unique de la Renaissance génoise. Ce qui caractérise d'abord ces deux jardins, c'est qu'ils sont encore vivants aujourd'hui, grâce aussi à une galerie qui les relie. Le palais Lomellino est un des rares à être doté de tels jardins. C'est un ensemble qui se divise en deux parties, un jardin, où nous sommes ici, un jardin à l'italienne de forme géométrique du XVIIe siècle. Et l'autre un peu plus haut, au-dessus du mur de soutènement, qui était autrefois un potager où l'on cultivait essentiellement des artichauts. Nous sommes au cœur du centre historique. Et dans ce centre, on peut vivre au milieu de la beauté d'un jardin comme celui-là. Côté jardin, on touche à l'exceptionnel. Côté cour, ce n'est pas mal non plus. Le Palazzo Nicolosio Lomellino symbolise au mieux l'essor de la République de Gênes au XVIe siècle. Il fait partie des palais des Roli et la cité génoise l'utilisait régulièrement pour loger les hôtes de haut rang comme des princes et des cardinaux ou des ambassadeurs. Des projets architecturaux somptueux qui permettaient à l'élite marchande génoise de montrer à l'international toute sa puissance financière et politique. Aujourd'hui, une partie de ce palais est utilisée comme centre culturel et de conférences pour un rôle de mémoire et de transmission de l'histoire de Gênes, une valeur patrimoniale saluée par les services de l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale nous a emmené beaucoup de nouveaux visiteurs, des visiteurs locaux de Gênes et de toute la région, mais aussi du monde entier.
Notre ville n'est plus considérée aujourd'hui comme une simple cité de passage, c'est devenu une destination touristique. Des touristes qui viennent découvrir les beautés de notre ville, tout comme les Génois qui les redécouvrent aussi. C'est vraiment un orgueil que de travailler dans le beau. On s'en rend compte chaque jour passé ici, c'est une chance. La République de Gênes a dominé pendant des siècles une grande partie du commerce méditerranéen et a joué un rôle essentiel dans les finances internationales entre le XIIe et le XVIIe siècle. Comme signature de cette toute-puissance économique, des palais aristocratiques aux façades monumentales. Ces palazzo ont pendant des siècles contribué à la légende de la ville, une cité où la finance et la diplomatie se jouaient alors entre ces murs prestigieux. Un symbole de l'âge d'or qui a permis à cette ville de rivaliser, à l'époque, avec les plus grandes capitales d'Europe.